Putain, ta gueule, c'est le confinement, bordel. Oh, j'ai fait un cauchemar en plus, j'ai rêvé qu'Ivan Kaiser me poursuivait avec un couteau parce que je m'étais assis sur son Emit Super Famicom. Ohio, les hardcore chômeurs. Je sais pas trop pour vous, mais perso, j'ai pas trop le moral depuis le confinement surprise. D'ailleurs, tu le vois bien, avant je te faisais des vidéos prestige sous la tour Eiffel, je brassais masse pognon, je tournais au champagne, le marché de l'assassinat furtif était florissant, je serrais plein de meufs, j'étais quelqu'un quoi. Et maintenant, je suis seul tout, comme un Jean Connard, sans un rond, en peignoir, chez moi, à boire une roubs à 8h du mat avant d'aller pointer à la NPE sur internet. Ça me fout le seum, mec. Bientôt, il nous faudra même une attestation pour aller pisser. Et que dire des gens qui crèvent du virus ou du personnel hospitalier débordé pour qui les directives européennes imposent la suppression de plus en plus de moyens, mais aussi pour toutes les entreprises qui vont faire faillite, pour tous les gens qui vont perdre leurs emplois. Tout ça à cause d'une gestion de crise calamiteuse. Ça fait mal au cul de voir le pays mourir à petit feu comme ça. Je tenais à avoir une pensée pour tous ces gens qui vont lutter pour s'en sortir quand des pingouins comme moi peuvent se permettre le luxe de déprimer. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Mais putain, ressaisis-toi Gemouoni. T'es un bab tout fragile ou quoi? T'as un toit, des jeux vidéo, des bières dans le frigo, des gens qui te regardent dire de la merde sur YouTube, et en plus t'es membré comme un âne. Elle est pas belle la life is a video game? Je me dois de mieux me tenir, par respect pour toi, public, et pour ceux qui croient en moi. À un moment donné, faut arrêter de s'écouter et faire ce qui doit être fait. Et si je ne m'abuse, on a un épisode 2 à faire, pas vrai les gars? Allez, on se secoue les couilles, envoyez le générique. Le sujet du jour zoome principalement sur la stratégie de Microsoft, qui est pour moi clairement la plus aboutie car designée sur mesure pour mettre une quenelle aussi profonde que possible à tous ses concurrents. Nous parlerons également succinctement d'Amazon et Google, deux candidats difficiles à départager quand il s'agit de décerner le prix Nobel de l'altruisme. Sony sera également bien représenté, puisque nous reviendrons sur leur ultra célèbre conflit avec Nintendo, en espérant vous apporter des détails que vous ne connaissez peut-être pas. De plus, nous mettrons en lumière la personnalité de Mark Cerny, la force tranquille derrière les choix architecturaux de PlayStation. Puis, nous nous finirons en beauté avec un comparatif de la taille des tubs des consoles Sony et Microsoft, avec un peu de hors-sujet technique pour retendre un peu les ficelles des strings des fanboys afin de raviver un peu les tensions. En parlant de tensions, mon avocat, maître Babigui, me conseille tout de même dans l'oreillette, afin de me protéger juridiquement, de prévenir tous les fragiles psychologiques qui seraient armés d'opinions trop rigides, les rendant de ce fait émotifs, qu'il est encore temps pour vous de quitter la vidéo, car avec moi, vous risquez la descente d'organes. Maintenant que vous êtes prévenus, mettons-nous à table. Itadakimasu!
Quand je mate une conférence Microsoft, je finis toujours par m'endormir dans le canapé, alors que quand c'est une conférence Sony, j'ai le zizou qui me fait une Pinocchio en éclatant mon calbut en force. Microsoft n'a pas de nouveautés fortes à proposer, ou alors quasiment que des jeux de clochards. Et ça, quand tu cherches à vendre une console, c'est quand même un peu la chouma, parce que filou là-dessus, il faut dire les choses comme elles sont, t'as été un gros mauvais. Phil Spencer, étant en manette depuis 2014, aurait peut-être dû lâcher un peu la DualShock 4 et actionner un peu plus ses autres manettes, c'est-à-dire celle du travail, parce que filou là-dessus, il faut dire les choses comme elles sont, t'as été un gros mauvais. Mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences. La firme de Redmond est désormais un des leaders mondiaux sur le cloud grâce à ses serveurs Azure, en compétition avec Amazon et Google. Pour les trois géants, ce bise est complémentaire à leur activité commune. Et c'est bien pour ça que toutes ces grosses boîtes américaines se précipitent vers le cloud gaming, tout comme leurs compatriotes se jettent sur les maxi whoopers dès l'ouverture d'un Burger King. Microsoft a même pour client un certain Sony, puisque PlayStation utilise Microsoft Azure pour son PS Now, l'offre cloud du Nippon qui se cantonne uniquement à des anciens titres PlayStation et qui n'est clairement pas compétitif. Sony raque donc un loyer pour ça à Grossoft qui a juste à encaisser et à faire le gros, solidifiant encore plus son matelas de bifton. Encore une mauvaise passe sur l'échiquier pour Sony. Contrairement à d'autres, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un intérêt stratégique pour les deux ennemis jurés de s'associer, pour faire front face à Google et Amazon, qui sont encore plus balèzes que Microsoft, d'accord, mais aussi beaucoup moins expérimentés, rendant ce dernier le plus dangerous des trois. Vous le savez déjà, Microsoft s'est empiffré pas moins de 23 studios ces derniers temps et possède désormais Bethesda, Rare, Ninja Theory, Playground Games, Mojang Studio ou encore Obsidian Entertainment. Tout ce beau monde implique un processus de restructuration afin de créer des synergies entre les différentes entreprises. Et c'est pour ça que Jim Ryan s'est permis un petit troll, insistant sur le fait que Sony rachète des boîtes suite à une complémentarité historique qui s'impose naturellement, et non pas sur des coups de tête, contrairement à son concurrent. Car ce dit processus est vraiment compliqué à gérer. Imaginez une équipe de dev voyant tout leur process changer du jour au lendemain pour s'adapter à une nouvelle politique de groupe. Imagine le dawa que ce serait dans tous les projets en cours. C'est une transition qui soit full d'axe tout de suite ou prend masse de temps dans sa mise en place. Cela devrait malgré tout maximiser le potentiel des 10 studios, puisqu'ils auront accès à chaque point fort technologique de leurs collègues du groupe, démultipliant le potentiel de chacun. Bethesda apporte la technologie de cloud gaming Orion, qui devrait pousser le xCloud en tête des performances du marché. Les ricains de chez Grossoft sont encore et toujours en fringale de rachat de boîtes en ayant même approché Bungie. Vous êtes sûrement au parfum concernant les rumeurs que l'on nous rabâche depuis des années des cachotteries de Microsoft avec Sega, c'est pourtant peu crédible de mon point de vue, car Sega est une boîte où c'est le vrai bordel. Étant très largement affilié à la mafia, il turbine malgré tout à plus de 3 milliards de chiffres, auxquels ne restera au final qu'une centaine de millions de bénéfices, tant ils sont vérolés par des activités les tirant vers le bas. Je vois mal Sega se séparer de leur branche gaming, la seule véritablement profitable pour eux, qui équivaudrait à mettre la clé sous la topor, surtout que, depuis, ils ont pécho le Corona, et sont victimes d'une hémorragie à coups de dizaines de millions due à la baisse de fréquentation dans leurs salles, alors que l'activité arcade avait progressé en 2019. Malgré tout, une console Microsoft brandée sous la marque de Sega serait un coup de tonnerre idéologique dans le monde du gaming, qui fantasme depuis des lustres sur le retour du constructeur au hérisson bleu. Ce serait de plus le bon moyen de pénétrer un marché japonais radicalement nationaliste, culturellement complètement réfractaire à Microsoft, même si les Nippons n'ont jamais été très friands de Sega quand ils étaient encore vivaces dans les années 90-2000, si l'on se réfère aux chiffres de vente de machines sur l'archipel. En ce qui concerne Bungie, qui sait, peut-être qu'Xbox avait projeté de les remettre sur Halo, étant sûrement fâché avec 343 Industries, qui, sur Halo Infinite, semble, et c'est le moins que l'on puisse dire, complètement en roue libre et confus dans ses prises de décision. La logique de 343 Industries, c'est un peu, j'ai la tête qui part dans un sens et les jambes dans l'autre. Ce qui illustre à quel point les fils de Bill Gates sont très loin d'être infaillibles quand ils ne sont pas capables de superviser leurs projets correctement comme avec ce Halo. Leur idée de génie de donner des noms approximatifs à leurs 50 consoles différentes ou de faire le même jeu sur ces mêmes 50 consoles en simultané montre combien ils sont carrément fly dans leur tête en ce qui concerne la stratégie concrète à adopter. Mais les Redmondois sont tamponnes, ils ont la profondeur de l'arfeuille qui va bien. Ils empochent en 3 mois ce que Sony met 1 an à gagner. Ça leur permet de gérer tranquille le transit intestinal du plus gros rachat de studios de l'histoire avec Bethesda et ses 7,5 milliards engloutis cul sec sans emprunter un seul cent. Pour être complètement clair sur la stratégie adoptée par Microsoft pour cette génération, leur but n'est pas de faire du bif, mais au contraire d'en perdre. L'objectif,
étant simplement d'assassiner Sony, quel qu'en soit le prix, en les asphyxiant financièrement. En tuant Sony, les fistons de Bilou récupèrent sa clientèle par défaut, et par conséquent la plus grosse part du gâteau. Et dans cette optique, c'est ok pour eux de perdre de l'argent sur absolument tous les tableaux. C'est une tactique façon no limit, et bourrin à souhait. En gros, c'est américain quoi. Récupérer la clientèle de Sony serait déterminant dans l'affrontement face à Google et à Amazon, dont les larfeuilles sont encore plus épais que celui de Microsoft. Quant aux nouvelles bécanes Xbox, qui seront donc vendues à perte, eh bien, si malgré tout tu n'as pas un flèche pour hacker les 299 ou 499 € de celle-ci, c'est pas grave mon con, on te les file quand même, en chrome. Tu le crois ça? Microsoft ou l'art de te mettre bien. Pour illustrer la quantité de cadeaux que Microsoft te fait de façon terre-à-terre, je vais utiliser un de mes plus fameux exemples. Bon, je t'ai déjà fait le coup de Mia Khalifa dans l'épisode 1, ben là, c'est Mia Khalifa, plus Madison Ivy, dans un paquet cadeau avec un Mars, et c'est parti pour le threesome vidéoludique. Microsoft devient donc le pionnier du Game as a Service avec un catalogue qui inclura leur futur AAA et qui représente à l'heure actuelle plus de 250 jeux. Le tout pour un prix d'abonnement mensuel à 15 bifs, ce qui est totalement impossible et impensable pour Sony. C'est un excellent moyen de miner la sacro-sainte image de marque du Nippon sur le long terme en mettant constamment en lumière la différence de prix entre un abonnement à 15 balles où tu as tout face à des jeux neufs coûtant 80 € pièce. En ce qui concerne l'augmentation du prix des jeux chez Sony, est-ce que le prix de 80 € est déplacé ou au contraire justifié quand il s'agit d'une exclue sur une nouvelle machine qui n'a pas de parc installé et pour laquelle le studio va avoir le plus grand mal à rentrer dans ses frais, surtout quand il propose un jeu magnifique tel que Bluepoint et son Demon's Souls. Je n'affirme rien ici, je m'interroge. Évidemment, si le jeu est cross-gen et sort en même temps sur PS4 et qu'on te le casse quand même à 80 boules, là, ça passe pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'au vu des stratégies qui se mettent en place pour un Xbox Game Pass à 15 balles et un Amazon Luna à 6 balles, Sony est en train de s'ériger comme un SNK moderne avec ses jeux de luxe. Et il est plus proche qu'on ne le croit, le temps où Sony finira par être considéré comme un voleur par le grand public. Je reste pourtant convaincu que si le parc de machines devient conséquent, le prix des jeux reviendra à ce qu'il était auparavant. Quant à Microsoft, et surtout Amazon et Google, ils ne toucheront pas forcément les core gamers, mais plutôt le bon daron des familles, qui sera bien heureux de ne plus mettre des sommes de bâtards dans des jeux réclamés sans interruption, de manière stridente et lancinante par sa progéniture. Le Xbox Game Pass a déjà 15 millions d'abonnés, mais ce sont beaucoup d'abonnés artificiels dont la plupart ne payent pas les 15 € par mois annoncés, ayant pour une grosse majorité bénéficié de très larges promotions afin que Xbox puisse se vanter façon. Vous avez vu les gars, on a déjà 15 millions de joueurs, c'est sûrement parce qu'on déchire. Tu déchires sur tout ton slip, oui, en rinçant les gamers de la quasi-totalité de ton catalogue de jeux quand eux te rémunèrent tous les mois en te lançant une poignée de cacahuètes par terre. La véritable question est, est-ce que tous ces abonnés resteront quand leurs promos s'arrêteront? Car si c'était le cas, Microsoft se retrouverait simplement cul nu, stratégiquement parlant. À cela s'ajoutait un autre risque majeur mettant en porte-à-faux la stratégie de Microsoft. Malgré ce que tout le monde dit sur l'avènement du démat, le réseau de distribution du physique a encore du poids dans l'industrie. Et à force de vendre du Game Pass, les boutiques traditionnelles vont mathématiquement voir leur vente de jeux physiques X-Boîte se réduire comme peau de chagrin et finir par naturellement conseiller les produits japonais à la bonne mère de famille lambda, afin de défendre la pérennité de leur gagne-pain. Sur ce sujet, il y a justement un fait incroyable à surligner, un élément qui démontre que le modèle commercial de vente à l'unité est loin d'être mort. Accrochez-vous, car malgré ce que l'on pensait, le Game Pass n'a quasiment pas cannibalisé les ventes physiques ou des maths de jeux à l'unité chez Xbox, ce qui est tout bonnement hallucinant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les gens en majorité ont cumulé Game Pass et achat de jeux unitaires. Ça montre à quel point ce sont les core gamers qui en premier lieu ont souscrit au Game Pass. C'est pour cette raison que Microsoft fait encore 10 milliards avec sa branche gaming en 2019. Comme nous l'a si gentiment expliqué la société Gameu 3000 dans l'épisode 1. On pourrait encore se dire que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que les habitudes de consommation s'inversent et que les magasins, fâchés, promouvoient les produits Sony au détriment de ceux de Microsoft. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Microsoft a tout prévu, ayant passé un accord avec GameStop, la chaîne ricaine mal en point qui avait racheté Micromania en 2008 pour 480 millions d'euros. Encore une fois, tenez-vous bien, pour chaque abonnement Game Pass casé à un client dans un magasin GameStop, la chaîne touchera une commission mensuelle pour celui-ci. Truc de ouf malade ou pas? Je te l'ai dit, les mecs ont zéro scrupule à perdre du pognon et à arroser tout ce qui bouge pour bien niquer leur race à tous ces petits camarades du marché. Tarté Sony est pour Microsoft un fantasme inavoué lié à l'humiliation subie lors du lancement de la Xbox One sur la 8ème génération où Jack Tretton, le PDG de Sony Entertainment America, avait lâché un commentaire goguenard. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail.
sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. In addition, PlayStation 4 disc-based games don't need to be connected online to play. En effet, un Microsoft trop confiant avait commencé par annoncer que chaque copie de jeu serait affiliée à un compte joueur et qu'il ne pourrait pas le revendre sans que le nouveau propriétaire ne repasse à la caisse. Ce qui avait provoqué une révolte générale chez les gamers. Et si au final la Xbox One s'est malgré tout vendue à un solide 50 millions d'unités suite au rétropédalage concernant cette déclaration, il est évident que ça aurait été bien plus si Sony n'avait pas appuyé là où ça fait brère avec ce troll monumental. Pour l'anecdote, s'il y a beaucoup moins de jeux Xbox One que sur PlayStation 4, ce serait du fait d'une clause forçant les développeurs à sortir leurs jeux au moins en même temps sur les deux plateformes. Microsoft pensant peser assez pour forcer les mains des studios. Ça s'est terminé avec un grand nombre de boîtes leur disant fuck pour ne sortir leurs jeux que sur PS4 dont le parc était mieux installé. Mener un projet sur deux plateformes en même temps n'étant pas dans les moyens de tout le monde. Encore une erreur de calcul. Le succès de toute cette stratégie va évidemment reposer sur les capacités de Grossoft à faire briller sa vitrine en produisant des AAA tonitruants. Et même si ces AAA ne sont pas amortissables via leurs revenus du Game Pass, ils vont probablement compenser en parasitant la console de Sony, ainsi que toutes les autres plateformes type Store PC, etc., en éditant certains nombres de leurs blockbusters à full price. Ils vont du coup tirer avantage des deux mondes en suçant le sang de l'un pour nourrir l'autre. Il va être captivant de voir comment Sony va contrer ça. Il est vital pour eux de réagir, car si Microsoft commence à sortir de très bons jeux, les Japs vont saigner du pif. On est clairement ici dans une situation de cheval de Troie. Que dire de cette partie d'échecs machiavélique du level d'un duel mental à la Death Note? Si Microsoft tue Sony et récupère sa clientèle, ils seront certainement en position de rosser un Google Stadia déjà à l'ouest et un Amazon Luna qui part de très loin. Ils seront alors dans une situation de monopole, comme ils l'ont déjà été il y a plus de 20 ans dans le monde du PC, avec Windows qui avait forcé l'intervention du gouvernement américain afin de stopper leur conquête mondiale. Microsoft est célèbre pour ses achats de brevets plus innovants que ses propres produits, afin de les empiler dans un tiroir pour ne pas être emmerdé par une future concurrence potentiellement plus innovante. Si le plan devait se dérouler sans accroc, ils auraient au final la boîte à bonbons tout entière pour eux tout seuls. Et toi, quand tu as la boîte à bonbec pour toi seul tout, tu fais quoi? Tu te gaves ou tu remets le couvercle? Pas grand chose à dire sur Google Stadia. Les mecs sont à la rue et semblent faire preuve d'une mort cérébrale face à la situation. Google va-t-il débrancher le patient ou le réanimer à grands coups de milliards pour le remettre sur pattes? Il faut bien avouer que la librairie de Stadia, ça te donne même pas un début de demi-molle. Sans parler du fait qu'en plus de labo, tu dois acheter des jeux contrairement à Amazon qui de surcroît est bien moins cher. Amazon est une entreprise de commerce bon marché que le peuple ne cesse de plébisciter. Tous les jours, on voit des gadgets insouciants se balader avec des colis affichant le sourire en forme de flèche. À force de toujours vouloir payer moins cher, les consommateurs, comme on les appelle affectueusement dans le monde merveilleux du corporatisme, poussent l'industrie à toujours maximiser les réductions de coûts et cela se traduit par des plans sociaux et une relocalisation dans des pays où on peut exploiter les gens sans qu'on vienne te faire chier. Amazon a détruit masse tissu économique partout dans le monde, niquant des millions d'emplois pour les concentrer dans son industrie discount, lui permettant, de ce fait, de maintenir la pression pour des salaires aussi bas que faire se peut. Amazon est tellement énorme que Jeff Bezos est capable d'empocher 13 milliards de dollars de valorisation en une seule journée. Mais il n'est par contre pas capable de garantir une mutuelle de santé à ses employés américains pendant la crise du corona. Elle est où ta philanthropie là, Jeff? Attention, question à 100 patates pour toi public. C'est parti. Quand Microsoft et Amazon auront bouffé leurs marchés respectifs, croyez-vous qu'ils maintiendront leur politique de bas prix? Attention, j'ai mon détecteur de naïf sur moi. Dans le cas où tu aurais bien répondu, envoie un mail de ma part à Jeff Bezos pour réclamer ton bif. Maintenant, revenons sur les origines de la PS5. Son lead system architect, Mark Cerny, est un homme de l'ombre. Pourtant, c'est un géant du jeu vidéo, tellement grand que les autres paraissent tout petits à côté de lui. Quand il était un jeune fou, cet homme discret a arrêté l'école puisque débauché par Atari qui avait capté le potentiel de Super Saiyan du bonhomme. S'étant par la suite barré chez Sega, il a participé ni plus ni moins au développement du monument Sonic the Hedgehog 2. Une fois chez Sony, Cerny est l'homme qui le premier a su percevoir le potentiel des microscopiques studios d'Insomniac Games
Studios, alors composé de 2 personnes, et de Naughty Dog, 3 personnes, pour créer des jeux sur PlayStation via le programme de recrutement instauré par Sony à l'époque, dépannant par la suite Jason Rubin et Andy Gavin pour compléter la programmation du légendaire Crash Bandicoot. Ce surhomme a participé au design de l'architecture de la PS2, de la PS3, puis chapeauté la conception de la PS4 suite à démission de Ken Kutaragi. Kutaragi, ce fils de commerçant, est le père de la PlayStation. Il est celui qui avait réalisé l'exploit de soumettre Yamauchi-sama et Nintendo, ces derniers étant, à l'époque, dans l'impasse concernant le processeur sonore de la Super Famicom. Kutaragi a développé son propre sound chip en marge de ses projets chez Sony sans en informer son management, qui ne voyait pas comme lui le potentiel du jeu vidéo. La fourniture du SPC 700 à Nintendo, à un tarif avantageux pour ce dernier, a abouti en échange à la signature d'un projet pour la conception d'une Super Famicom à lecteur de CD-ROM intégré, la PlayStation, dont les royalties software de CD-ROM hors gaming seraient profitables à Sony. On ne connaît pas le nombre de bouteilles de saké impliquées dans la signature de ce contrat par Hiroshi Yamauchi, mais les responsables de Sony firent savoir dans tous les médias qu'ils étaient autant heureux que surpris que Nintendo ait pu signer un contrat qui leur était autant défavorable. Mais on se fout pas de la gueule de Yamauchi sans conséquence. Et le vieux renard avait déjà flairé que les aspirations de Kutaragi sur son marché n'étaient pas des plus innocentes. Le vieux Hiroshi a su contourner les clauses du contrat plus ou moins floues, limite griffonnées sur une nappe de papier dans un izakaya, pour éviter les poursuites tout en leur glissant une énorme banane, via le pire ennemi de Sony, c'est-à-dire le néerlandais Philips. Il en résultera la console CDI, dont Nintendo n'en a jamais rien eu à carrer, puisque l'unique but était juste de réduire à néant la collaboration avec Sony, sans renier le contrat signé pour pas avoir de problème. L'humiliation fut infligée en direct live lors du salon CES de 1991 à Chicago, où Sony pensait que Nintendo allait officialiser leur partenariat, annonçant au contraire le choix de Philips. Bam! Sony titube, ils n'en croient pas leurs oreilles. Ce drama restera dans l'histoire sous le nom du Philips Shock. Norio Oga, le président de Sony, bien qu'extrêmement vexé, mettra du temps à valider le projet Sony PlayStation Maison, constamment chauffé à blanc par un Kutaragi déter, qui d'ailleurs était très mal vu dans l'entreprise puisqu'on lui attribuait la responsabilité du désastre. Norio Oga, constamment titillé, finira un jour par frapper du poing sur la table en s'esclaffant « Do it !» C'est ainsi que naquit la légende PlayStation avec le succès que l'on connaît. Mais Kutaragi avait une obsession pour l'optimisation de la puissance de calcul de ses machines et avait forcément un certain nombre de câbles emmêlés dans sa tête pour accoucher de consoles aussi complexes que les générations PS2 et PS3, provoquant en conséquence le vieillissement accéléré de milliers de développeurs. Regardons ensemble une illustration de la réussite que fut le décollage gracieux de la PlayStation 3 à son lancement. Pour la conception de la PlayStation 4, Mark Cerny est parti d'un concept de reverse engineering qui a été de demander aux studios d'imaginer la machine qui leur conviendrait le mieux. La réflexion partit du principe que développer un moteur de jeu prenait 1 an sur PS3, il fallait que ce soit réduit à 2 mois pour la PS4. 110 millions de consoles vendues plus tard, Cerny fait table rase et remet tout en question pour la PlayStation 5. Il est désormais le successeur providentiel de Kutaragi chez Sony, et le premier non japonais à le devenir. Eh bien vous savez quoi, Mark Cerny n'est étonnamment pas un employé de Sony. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? En effet, il est complètement surprenant qu'avec une position clé aussi stratégique, dont les conséquences vont jusqu'à déterminer le destin même de Sony Corporation, qu'il ne soit qu'un simple consultant chez le constructeur nippon, étant salarié de sa propre société depuis 98, Cerny Games. Pour la petite histoire, Cerny a développé le jeu Marble Madness pour lequel il a été designer et coprogrammeur à l'âge de 18 ans. 18 ans, bordel! Quand certains attardés dans nos sociétés occidentales têtent encore leur mère à cet âge, lui te pond un classique de l'arcade. Sa fascination pour la conception d'hardware naîtra à ce moment même. Cerny, le génie, a sauvé d'innombrables projets en aidant les studios à maîtriser l'architecture torturée des consoles PlayStation, un peu comme Iwata débrouillait les sacs de nœuds dans les lignes de code chez Nintendo. Il a été influentiel au point qu'il a établi une méthode de développement éponyme déterminant les choses à faire et à ne pas faire pour réussir un projet de jeu. Cette méthode sera adoptée par une majorité de studios dans l'industrie tout entière. C'est en cela que les gens qui ne connaissent pas Mark Cerny ont loupé quelque chose dans la compréhension de l'industrie vidéoludique. La Xbox Series X est un monstre ingénieusement conçu. Par contre, concernant le fait que la PS5 est moins puissante que sa concurrente, voici quelques faits. Comme je n'y connais rien en technique, je vous propose un débat entre deux experts, afin de déterminer, une bonne fois pour toutes, quelle console a la carte graphique la plus puissante. Messieurs, on vous écoute. La Series X est bien plus puissante que cette merde de PS5, y'a même pas débat.
Nous, on a quand même 12 teraflops constants, et le GPU possède bien plus d'unités de calcul, avec 52, cadencé à 1,825 GHz. Clairement, ça lui fourre sa tête dans son cul à la PlayStation 5. La Xbox Series X. Y a que les débiles qui comprennent pas qu'elle se la raconte, mais en fait, c'est que de la gueule. La PS5, y a peut-être que 36 unités de calcul, mais elles sont stock, car cadencées à 2,23 GHz. Mais en plus, chez nous, les processeurs ils sont à vitesse variable. La technologie Precision Boost permet à ces unités de taper des sprints de voleurs et de dépasser leur potentiel s'il y a besoin. La PlayStation 5, c'est mieux, point barre. Mais n'importe quoi, toi! T'as de la merde dans les yeux ou quoi? T'as pas compris que la PlayStation 5 a du mal avec la 4K? LOL quoi, ta console! Même le 1440p, elle y arrive pas en natif, espèce de guignol! Votre bus cache-mémoire est seulement à 256 bits, alors que nous sur Series X, c'est 320. On l'encule 20 fois ta PlayStation. Non mais tu me fais gaulerie, t'encules personne. Pauvre puceau qui croit encore que la résolution c'est ce qu'il y a de plus important. Nous, on va avoir de la densité graphique grâce à la technologie SmartShift qui permet au pros principal de booster les GPU à hauteur de 10% en lui bicravant sa puissance. Et ça te met un gros fist jusqu'au coude dans le derge de ta console de gaze. Allez, rentre chez toi, fin de l'histoire. Viens par là, connard, je vais te monter en l'air comme ton Spider-Man de daube. C'est moi qui vais te pulvère. Faudra analyser tes sangs au microscope pour t'identifier. Hop 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 hop. Merci les gars pour cette analyse. C'était vraiment très intéressant et instructif. Comme j'ai l'impression que ce débat ne nous a pas fait beaucoup avancer sur le sujet, je vais être obligé de trancher. Et comme j'y connais Cud, pour la blague, je vais vous donner un élément de comparaison en mode what the fuck. Il était une fois la PC Engine et la Famicom, qui étaient toutes les deux des consoles 8 bits. Le processeur graphique de la PC Engine était plus puissant, et quand on voit la différence de rendu entre les deux, si on exclut les mappeurs de la triche qui sont truffés dans les cartouches de Nintendo pour booster le rendu de ces jeux, et qui n'existaient pas chez NEC, on peut voir ici ce que représente l'importance d'avoir un GPU plus puissant. Pour en finir avec ce débat et pour trancher sur qui a la plus grosse entre la PlayStation 5 et la Xbox en termes de puissance graphique, eh bien au final, je crois qu'il n'y ait pas beaucoup de différences significatives. Et oui, tout ça pour ça. Par contre, je pense que cette histoire de fréquence variable versus constante est la raison pour laquelle des éditeurs vont se taper des concours de t-shirts mouillés improvisés sous leurs aisselles pour adapter un même jeu sur les deux plateformes. Mon petit doigt me dit que c'est pour cette raison que Capcom galère avec Resident Evil Village, et non pas parce que la PS5 a une architecture compliquée. Pour faire simple, les deux constructeurs ne sont pas partis sur les mêmes logiques architecturales. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité que beaucoup de gens attendaient sur PS5 afin de jouer avec les jeux des anciennes générations PS1, PS2, PS3, la vérité est que c'était tout à fait faisable, mais que Sony n'a pas voulu se tirer une balle dans le pied puisque c'est le principe de son PS Now, et que de nombreux jeux old school sont encore exploités sur le PSN. Malgré ce qu'il s'est dit sur l'architecture moderne qui ne correspondrait pas aux anciennes conceptions de Sony, il n'est pas si difficile de développer des émulateurs pour faire tourner tous les jeux des consoles passées. Ils ont d'ailleurs bien réussi à le faire pour la PS3 malgré son architecture de baiser du bulbe. Saviez-vous que la PlayStation 3 japonaise 60 Go n'émulait pas les jeux PS2? Elle embarque directement le processeur Emotion Engine de la PlayStation 2, qu'ils ont, bien sûr, retiré de la carte mère des PlayStation 3 occidentales pour réduire les coûts, lui préférant l'émulation, car il ne fallait tout de même pas donner de la confiture aux gaijins que vous êtes. En tout cas, vivement la manette haptique que je puisse ressentir des textures avec mes paluches libidineuses dans des jeux que j'affectionne particulièrement. La morale du jour, c'est que, parfois, il faut arrêter de voir les jeux vidéo comme si c'était des canettes de 8.6 que tu siffles comme un gros schlag sur ton scooter dans le square de ton bled. Les casuals ont bien besoin d'apprendre à les déguster comme lorsqu'un amateur de bon vin se débouche un putain de Dom Pérignon. Gardons toujours à l'esprit que la quantité ne fait pas la qualité. Je comprends parfaitement que la plupart d'entre vous ne soient pas riches, que beaucoup en chient dans la vie et ne peuvent pas se permettre des jeux à 80 balles ou même une console à 499. Et je tiens pas ce discours en pensant que la vie est facile pour tous. Par contre, mon credo, c'est prenons position pour préserver ce que l'on aime car tout part en couille. Si tu n'aimes que les multijoueurs, les loot boxes et les free-to-play où on embauche des psychologues pour imaginer des systèmes qui te pousseront à dépenser ta thune dans des conneries, et si tu n'aimes que les grosses sociétés qui rachètent tout en ce bas monde pour pouvoir te prendre en otage par la suite, alors soit,
fonce et fais-toi plaisir sans compter. Autrement, il nous faudra peut-être dorénavant être plus regardant sur la manière dont on utilise notre argent pour se payer des jeux vidéo. Si on veut conserver un média sain qui est déjà bien assez gangréné, il y a de fortes chances qu'au même titre que le cinéma et la musique d'aujourd'hui, la qualité du gaming média se dégrade fortement avec le temps, si on ne se montre pas capable d'envoyer des signaux forts aux acteurs de l'industrie. Je te l'ai déjà dit, ton argent est un bulletin de vote. Mais je vais pas vous faire la morale, seul Dieu peut vous juger. Il ne s'agit ici que de mon idéologie personnelle, qui représente mes valeurs et qui me feront toujours prendre position pour la créativité avant le facteur prix. À mon époque, on décidait de la suite d'un jeu parce qu'il avait obtenu la reconnaissance du public, alors que maintenant, on te fait un jeu car potentiellement il rapportera X $ avec tel ou tel segment de la population, et peu importe s'il est vraiment apprécié ou pas. Tu vois un peu la diff, que daille? Avant de vous quitter, je vous ferai part d'une dernière rumeur. Apparemment, la rentrée de Sony dans le capital d'Epic Games ne serait peut-être pas anodine, ne se limitant pas aux avantages de l'Unreal Engine. Cela pourrait leur permettre de travailler sur une offre Game as a Service pour préparer une contre-offre à celle de Microsoft dans le cas où cela tournerait en nœud de boudin pour le Jap. Si jamais Sony devait augmenter sa participation dans le capital de la société, ce serait, je pense, un signal fort en ce sens. À surveiller. Sur ce, les core gamers, je vous tire ma révérence. Matane. Welcome to bonus day. Putain! Enculé de Naruto du 93, il m'a encore fumé. Mais c'est qui ce connard? Ça peut être qu'un chômeur pour être aussi bon. Il doit no-lifer sur le jeu, c'est pas possible. Je vais regarder sur le net si je le retrouve pas ce bolos pour le pourrir un peu sur Facebook. Il me dit vaguement quelque chose ce Naruto. Mais où est-ce que je l'ai vu? Je vais quand même pas aller me coucher sans foutre une douille à quelqu'un. J'ai fait que perdre aujourd'hui, merde. C'est infesté de chômeurs sur ce putain de PSN. Faut que je fasse l'amour au moins à un random avant d'aller me chécou. Tiens, j'ai trouvé ma victime. Je vais le traumatiser le type. Le Big Cam Gaming là. C'est un nom casual ça. Ça ne peut être qu'un gros nul. Round 1. Fight. Enculé! Enculé de chômeur! Putain, j'en ai marre, je vais l'insulter le mec. C'est tout ce qu'il mérite, ce tricheur de No Life. Salut Big Cam Gaming. Bravo pour ce match tout pourri où t'as joué comme un gros pervers. J'avais les deux mains attachées dans le dos, c'est pour ça que tu as gagné. T'es qu'un gros blaireau. T'es juste bon à Street Fighter parce que t'as pas de boulot. Achète-toi une vie, loser. Qu'est-ce qu'il me répond là? Ta gueule, bouffon, il faut que je te tienne la main pour que tu puisses réussir un quart de cercle ou quoi? Je travaille 60 heures par semaine, mais je peux t'apprendre les jeux vidéo puisqu'apparemment tu connais pas. T'as qu'à checker la chaîne YouTube Big Cam Gaming. Allez, va donc te coucher, bon à rien. Putain l'enfoiré!